Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 3, 1979, l'année de la chèvre de terre, ou, comme l'a dénommé l'un de nos chroniqueurs, The Fiction Must Flow. Je suis Simon et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux chroniqueurs d'exception et j'ai nommé à ma gauche le seul et unique ludologue du Québec, Monsieur Sylvain A. Trottier. Bonsoir. Et de l'autre côté, il n'a plus de titre, mais c'est le fils spirituel de tous, l'enfant qui explore le monde ludique sans aucune limite. J'ai dit Monsieur Tatao! Salut mes petits caniches, quand ça va à soir? Oh yeah! Alors ça va très très bien. 1979, belle année, belle époque. Et avant de nous lancer vraiment là, dans le cœur du sujet, bon, c'est l'épisode 3, là, si vous savez pas c'est quoi le concept de la saison, retournez à l'épisode 1 et vous aurez compris qu'on va parler de l'année 1979. Avant l'épisode, Vincent, tu parlais de les jeux qui sortent maintenant, les nouveautés, le culte de la nouveauté, puis tout ça, c'est un sujet qu'on a parlé souvent à Balado Ludique, même avec quelques tapes sur les doigts de temps en temps. Mais hier soir, j'étais en train de suivre un cours sur la philosophie de l'éducation et le professeur parlait de la puissance de la littérature. Et donc pour éveiller l'esprit, rencontrer son soi intérieur et tout ça. Donc l'importance de la littérature dans l'éducation. Mais il parlait surtout, il disait de faire très attention aux nouveautés dans le monde de la littérature, mais plus généralement dans le monde culturel. Parce que on ne sait pas encore quels seront les grands chefs-d'œuvre qui vont traverser les époques. Et c'est un peu... Il y a tellement de jeux, tellement de choses à explorer, que c'est un peu aussi se tirer dans le pied que de vouloir essayer tout ce qui sort, sans nécessairement prendre en compte la force du temps qui fait ressortir de la masse les jeux les plus importants et les plus imposants de leur génération. Et je trouvais que c'était d'à propos avec le sujet du jour. Vraiment. Puis en plus, c'est tellement drôle que tu parles de ça parce que je réalise, là, la plupart, en fait, pas mal toutes mes lectures, je lis sur beaucoup de sujets, là, que ce soit de la fiction, je lis aussi beaucoup des œuvres philosophiques, des fois même de la théologie, puis je me ramène très souvent ces derniers temps à ce qui s'est produit, ce qui s'est fait dans le passé. Une série que je viens tout juste de terminer, là, c'est Fondation d'Isaac Asimov. Puis je suis un peu encore en train de me demander comment ça on est passé à côté de ça. Tu sais, il y a eu quelques films puis tout ça, mais ça a comme vraiment tombé un peu. Mais ça s'en vient, non? La série Fondation, je pense que ça s'en vient. Là. J'espère. J'espère. Puis il me semble que j'ai entendu parler de ça entre les branches. Là. Ça s'en vient prochainement. Là. Ça va être un gros truc. Puis tu sais, juste Dune, on en parlait, là. On est 3 gros fans de Dune. Ouais. Moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on s'arrête juste au premier livre, alors que l'aventure, elle dure beaucoup plus que juste un livre, là, tu sais. Ah, moi, je pensais que Dune, il y avait juste un film, puis c'était celui de David Lynch. Mais bon. Ouais, avec Kyle MacLachlan. Et Sting! Faut pas oublier ça. Exact. Il y a eu un sequel qui s'est fait avec le réalisateur de Transformers. Bref. Ok, alors on se lance sans plus tarder. 1979, c'est une belle année. La plupart des gens qui nous écoutent étaient peut-être nés ou presque sur le point de naître. C'était le début des années 90. Et la chose par laquelle on va commencer... 80, excusez-moi. Et la chose par laquelle on va commencer, c'est bien entendu le succès interplanétaire, la réalisation artistique mythique d'une génération qui fait encore vibrer les gens, une collaboration France, Québec, Plamondon, Berger, Starmania. J'aurais voulu être un artiste.
Beast! Incroyable comédie musicale, un épopée musicale de science-fiction avant-gardiste. On écoute ça maintenant en 2022, c'est d'actualité, ça marche encore. Des paroles incroyables, de la musique incroyable, des interprètes incroyables. Vraiment, j'en ai le frisson à chaque fois que j'écoute Starmania. Oui, je suis d'accord avec toi, Simon, que Starmania, c'est quelque chose d'assez fou. Connu autant en France qu'au Québec, des chansons qui sont toujours d'actualité, qu'on entend et qu'on reconnaît, et un propos quand même intéressant sur l'utilisation de la démocratie pour installer une dictature en utilisant la peur. Sur les médias de masse aussi. Puis aussi, c'est ça. Puis parallèlement à ça, tous les médias, l'utilisation de le star system. Le vedettariat. Puis tout le monde qui veut être une star. Puis c'est quand même rigolo à regarder avec un œil d'aujourd'hui parce que ça a été fait évidemment en 79. Donc ça parle de quand arrivera l'an 2000 dans une chanson. C'est très punk. Oui, c'est ça. Mais c'est très punk. C'est très cyberpunk, en fait, comme œuvre. C'est assez surprenant, considérant que c'est une œuvre très grand public pour cette époque-là. Ça a quelque chose de très particulier. Est-ce que suivi ça, c'est Notre-Dame de Paris dans la culture populaire, là. Donc, effectivement, on était quelque part où le grand public était très, très gritty, là, très sombre. Hein? Tout à fait. Mais bref, Starmania, si jamais vous avez jamais regardé, sur YouTube, vous pouvez le trouver. Pas l'original, malheureusement, pas la première, mais vous pouvez trouver l'entière. Elle a jamais été filmée, non, l'original? Ou... Je sais pas, j'ai pas réussi à trouver Parce que audio, il y a aussi, et là on dévie un peu, mais on voit qu'on est juste un peu trop fan de Starmania, mais vous savez que c'est un des endroits où tellement d'artistes ont fait leur début, dont Jean Leloup. Dans la version, je crois, de 86 ou quelque chose comme ça, Starmania, Jean Leloup incarnait un des personnages dans une version ultra minimaliste et épurée de Starmania. Ouais, non, mais attends, t'avais Claude Dubois, Diane Dufresne, Louise Forestier, des méga noms, là. Ouais. C'est du lourd. Starmania, c'est du lourd. Nanette Walkman. Ah oui, en plus, elle déchire dans Starmania. Bref. Ouais. Moi, la seule chose que je peux dire par rapport à ça, c'est que ça me fait penser beaucoup à Harmonium, là, tu sais, votre critique de l'artiste puis ça, là, tu sais, Harmonium en parlait déjà là, dans les années 70, avec un musicien parmi tant d'autres, par exemple. C'est tout ce que je peux dire. Ça touche l'universel, hein, mais c'est ça les grandes œuvres. Les grandes œuvres vont toucher l'universel, et pour moi, c'est que là, on est en 79, Starmania représente vraiment bien cette époque. Cette époque où on en parlait dans l'épisode de 86, qu'on va parler dans l'épisode de 86, mais tu sais, tout l'espèce de cynisme, le American Psycho, là, tu sais, donc les Wall Street Boys et toute cette vibe-là par la suite qui va arriver. Starmania était vraiment à la pointe de ça, très avant-gardiste. Mm-hmm. Puis c'est parce qu'en fait, puis je pense que ça, c'est quelque chose aussi d'important à comprendre, c'est que le rythme puis les tendances de cette époque-là, c'est pas aussi rapide puis aussi éphémère qu'aujourd'hui. Tu sais, justement, dans 86, on va voir, là, il y a des choses qui se chevauchent parce que on reste encore à l'affût, on reste encore très, très près de certains courants, là, que ce soit au niveau littéraire ou quoi que ce soit, mais on se voit ces transformations-là être beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui à cause des médias de communication qui sont moins omniprésents, là, si je pourrais le dire comme ça. Là. Ouais, très vrai. D'ailleurs, 2022, c'est une belle année parce que Starmania est de retour à Paris. Je sais pas s'ils vont venir à Montréal, mais c'est une nouvelle édition. Moi, je l'ai jamais vu, en vrai, là. C'est un de mes rêves, là. Ouh, c'est le temps de faire ça. Mais là, t'en as un autre, là, que vous vouliez parler aussi, là, que, hein, Starmania, c'est Sylvain va continuer au Québec. On reste au Québec, je pense, pour l'instant, là. Ouais, ok. Petit truc que j'ai noté rapidement. Je peux tirer des trucs très très vite, mais il y a Brou qui est sorti cette année-là. On n'en parlera pas plus que ça, mais on parle de spectacle. Puis sinon,
c'est aussi l'année où on est un an avant le référendum de 80, donc c'est une période très particulière au Québec. C'est cette année-là qu'est présentée la question référendaire. Vous savez, la question à rallonge, à savoir si le Québec est prêt à... La fameuse question de ces 1980. Québécois, ouais, c'est ça. Les Québécois sont prêts à ce que le gouvernement du Québec aille faire une entente de partenariat, souveraineté, association. C'est la question qui en finit plus là, pour savoir si le Québec sera peut-être éventuellement souverain. Donc c'est une époque aussi qui est quand même très très active au Québec. Mais l'élément au Québec sur lequel je veux m'attarder, c'est un élément un peu particulier. C'est le retour de Louise Lanctot et de Jacques Cossette-Trudel. Ces deux personnes-là sont des anciens du FLQ, du Front de Libération du Québec, qui avait participé activement dans la crise d'octobre 70, l'enlèvement qu'il y avait eu par 2 cellules. Un ministre et un diplomate avaient été kidnappés par des, dans le fond, des gens qui voulaient la souveraineté du Québec, mais de façon plus active. Ouais, c'est ça, exactement. Et donc Louise Lanctot, Jacques Cossette-Trudel et un autre ont réussi à négocier l'échange du diplomate qu'ils avaient kidnappé contre le fait de pouvoir s'exiler à Cuba. Et après cet exil à Cuba, ils sont allés en France, puis après 8 ans, ils sont revenus. Et ils sont revenus en fin 78, vraiment tout juste à la fin de 78, et en 79, ils vont être condamnés à la prison au Québec. Pour 2 ans, je crois, pour Jacques Cossette-Trudel, puis 6-8 mois pour Louise Lanctot. Mais il y a des choses intéressantes à mentionner. Louise Lanctot, elle est la fille d'un certain Gérard Lanctot. Probablement que ça ne dit rien à personne, mais Gérard Lanctot, c'est l'ancien chef du Parti de l'Unité nationale du Canada. Le Parti de l'Unité nationale du Canada, c'est quoi? C'est le parti successeur du parti nazi québécois. Ah! Parce que oui, il y a eu un parti nazi au Québec qui a été interdit pendant la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on comprend pourquoi, mais qui a existé avant la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30 avec la montée du fascisme en Europe. Et donc, bref, petit truc comme ça, un peu spécial et particulier. Donc, sachant que le FLQ était plutôt de gauche, bien à gauche, c'est quand même drôle de voir que le père de l'une des militantes était dans un ancien parti nazi québécois. Mais là où je veux m'en aller, parce que là, ça commence à faire un peu loin, on va revenir un peu sur les jeux. En fait, Louise Lanctot et Jacques Cossette-Trudel ont eu un fils. Et ce fils est né en exil à Cuba et il a accompagné dans l'exil, puis il est revenu évidemment avec ses parents. Et cette personne, peut-être le Cossette-Trudel vous dit quelque chose, c'est quelqu'un de quand même relativement connu si vous suivez les sphères à tendance complotiste qui ont eu beaucoup de poids et de médiatique dans les dernières années. Un certain Alexis Cossette-Trudel qui a une chaîne qui s'appelle Radio Québec, à ne pas mélanger avec Télé-Québec, et c'est un militant politique proche de l'alt-right américaine, théorie du complot, tout ça, mais et c'est là qu'on fait le pont avec pourquoi est-ce que j'en parle et qu'on est sur un balado qui parle de jeu, c'est que Alexis Cossette-Trudel a fait le jeu Stratagame. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, messieurs. Non, là tu m'as eu. OK. Non. Non? OK. Stratagame, c'est un jeu d'un genre de Risk Access Analyze qui est sorti au Québec. Il y a... je vais chercher l'année exacte. J'ai oublié. Selon BGG. Exactement, c'est ça. Et donc, les gens qui étaient dans le monde du jeu à cette période-là se souviennent de Stratagame et de ce gars qui se promenait avec le jeu et qui avait emprunté pas mal d'argent à son père et qui semblerait lui-même s'est beaucoup mis dans le trou financièrement pour pouvoir produire son jeu parce qu'il avait mal calculé le coût de vente par rapport entre à combien je le vends à la boutique et à combien la boutique va le vendre. Donc, c'est une histoire
un peu triste, comme on en voit un peu souvent dans le monde du jeu, où des gens décident de se lancer par eux-mêmes sans avoir toutes les connaissances nécessaires et qui amènent finalement à des échecs commerciaux et à des potentiels endettements, voire à des histoires de j'ai hypothéqué ma maison et maintenant ma maison c'est des boîtes de jeux qui traînent. Ouch. Donc voilà. Mais est-ce que le jeu il est bon? C'est ça la question. Je n'y ai pas joué, mais les échos que j'ai eus, c'est que pas vraiment, malheureusement. Ah. Parce que... il y a une intention, mais on n'est pas là. Mais vas-y. De ce que je comprends, là, en fait, c'est que ça a l'air d'un gars qui, out of the blue, s'en va puis décide de faire j'ai joué à tel jeu, fait que maintenant je sais comment jouer à un jeu. Un peu comme tous les effectivement toutes les personnes qui arrivent dans l'industrie puis qui font comme je viens de découvrir Carcassonne et là je fais un jeu exactement comme Carcassonne, puis là t'es comme ouais, ça fait un peu penser à ça. Ouais, ou je fais un Carcassonne puis je vais changer cette petite affaire-là puis cette petite affaire-là pour en faire un jeu original, mais en fait je fais juste rendre le jeu moins bon là. Puis là il fait comme tout le monde va avoir un objectif secret à la fin de partie qui va faire des points, quelque chose qui est jamais vu dans un jeu. Non, toi t'as jamais vu ça. Le jeu de société en a vu d'autres auparavant. Informe-toi, champion. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà. Mais de toute façon, on s'entend que ce gars-là, l'information, c'est pas son fort. Ouais. Donc c'est ça. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Québec, parler du FAQ, parler d'un parti nazi, puis parler d'un créateur de jeux qui sont tous liés. Ok. Ben, j'aime bien l'idée. Moi, je vais vous parler d'un autre événement québécois d'importance en 79 qui, malheureusement, ne fait pas de lien avec un jeu en tant que tel, mais est-ce que la politique n'est pas le plus grand jeu auquel on peut assister, le plus grand méga game qui n'existe pas, si on veut parler des expressions comme ça. En 79, c'est l'année dans laquelle les gens qui ont été expropriés du territoire de Mirabel pour construire un méga aéroport acceptent finalement là, un montant d'argent assez dérisoire pour mettre fin à plus de 10 ans de lutte légale sur l'expropriation de leurs terres. Ça peut sembler assez banal pour ceux qui connaissent un peu l'aéroport de Mirabel. Vous comprenez qu'il n'y a pas grand-chose là. Par contre, cette histoire-là, elle est tellement importante pour parler un peu de l'histoire du Québec et tout ça. Mirabel, c'était jadis les terres agricoles les plus fertiles à quelques minutes de Montréal. Okay? Donc, Montréal aurait pu être une ville autosuffisante, totalement verte à notre époque. Là. Il y avait des belles terres agricoles là. Maintenant qu'il y a eu un aéroport qui a été fait dessus, on s'entend qu'il n'y aura plus jamais rien là. Et en fait, c'est ça. Donc, ils ont fait un méga aéroport international. Il n'y a jamais eu un avion qui a volé là. Ça n'a jamais levé. Attends. J'ai pris l'avion là-bas quand j'étais plus jeune. Il y a eu des avions qui ont volé là, mais c'est jamais devenu... Oui, c'est jamais devenu ce que c'était, oui. Le grand aéroport que c'était supposé devenir. Et même, le comble de l'ironie, c'est que des années plus tard, quand cet aéroport-là n'est plus utilisé et qu'on a encore notre vieil aéroport, l'aéroport de Dorval, qui est notre aéroport international à nous, en fait, est renommé par Pierre Elliott Trudeau lui-même à son nom. C'est vraiment le comble de l'ironie et de l'aberration pour le peuple québécois. Il est grand temps que cet aéroport change de nom et malheureusement ces terres agricoles ne pourront pas être récupérées avant des centaines d'années. Alors ça c'était le jeu qui met en scène la vraie vie, hein, comme on dit. Mm-hmm. Moi, en tout cas, moi, ce que j'ai toujours trouvé drôle avec Pierre Elliott Trudeau, c'est que son acronyme, c'est PET. Mais c'est tout. C'est vraiment pas. C'est une joke de papa. Hein? Fait que, on va quitter la sphère du Québec, je pense, pour aller un peu plus à l'international. Ça me va? Oui, parce que... Vas-y, j'allais justement dire, veux-tu te lancer un peu, Vincent? Je peux y aller définitivement. En fait, c'est important de comprendre que si on a un Québec un peu plus
un peu plus, en fait, tu sais, qui commencent à se poser des questions de façon à la manière politique. Dans le reste du monde, on a vraiment cette espèce de prise de position-là là, dans des conflits entre différentes nations. Là, c'est très, très, très prenant. C'est drôle parce que c'est quasiment le reflet, en fait, ce qu'on vit au Québec par rapport à la question référendaire, tu sais, c'est-à-dire les Français contre les Anglais. Puis que là, on commence à prendre position par rapport à ça. De l'autre côté, ben on a des nations qui commencent à se lever justement, puis qui prennent position contre des méga grosses nations. Là, on parle par exemple de la révolution iranienne. Qui commence, qui est à son plein, qui est à son plein essor, hein, ça va pas de l'aile, c'est à son plein essor à cette époque-là. Les guerres civiles qui explosent au Salvador, l'intervention soviétique en Afghanistan, mais je pense qu'on peut prendre un peu de temps justement pour parler de la révolution iranienne là. Justement, Sylvain, t'as un mot à dire là-dessus là, je crois. Ouais, la révolution iranienne avait commencé à peu près 1 an avant. Puis la révolution iranienne, c'est un peu particulier parce que le chef de l'État de l'Iran, le Shah, était reconnu comme étant très corrompu et contrôlé par les Américains. Et donc, la population en avait assez d'une dictature, donc a décidé de se soulever. Et en gros, il y avait 3 grandes forces en présence, les forces loyalistes, en quelque sorte, puis deux contestataires. Puis dans les 2 contestataires, il y en avait une pro-démocratie, voire communiste, et de l'autre côté, il y avait fondamentalistes religieuses. Et finalement, ce sont les fondamentalistes religieux qui ont réussi à prendre le dessus avec l'ayatollah Khomeini. Et ça a amené l'Iran qu'on connaît aujourd'hui, qui est un Iran d'aujourd'hui qui est dans la modernité, mais qui est encore très traditionnaliste. Si vous suivez l'actualité en ce moment, l'Iran est présentement en feu. Il y a une nouvelle révolution qui se passe contre le gouvernement en place. Et c'est une révolution pour chasser les fondamentalistes religieux qui contrôlent le pays, parce que c'est une démocratie, entre guillemets. Les gens votent quand même pour un président, entre guillemets, mais ça reste quand même un espèce de conseil de religieux qui décide un peu tout ce qui se passe dans le pays. Et donc on peut espérer, leur souhaiter qu'ils réussissent à s'en débarrasser et qu'ils réussissent à instaurer une démocratie. D'ailleurs, beaucoup de femmes qui prennent des risques assez importants en ce moment en se dévoilant, on va le dire comme ça. C'est ça, exact. Et qui sont retrouvées par la police de la moralité qui les font tout simplement disparaître, en fait. Là. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux. Là. Oui, parce que il s'enlève le voile parce que le voile est politique à cet endroit-là. Le voile est censé représenter là-bas le sang des martyrs de ceux qui sont morts pour la Révolution. Donc, si elles enlèvent leur voile, c'est comme si elles disaient qu'elles ne reconnaissaient pas les gens qui se sont sacrifiés pour l'État iranien. Quand tu parles de la Révolution, tu parles de la Révolution de 79. Là. La Révolution de 79, mais le voile aujourd'hui, celle qu'elles enlèvent, le voile politique, c'est pour pouvoir dire non, je veux pouvoir porter un voile si j'en ai envie, ou ne pas en porter un. Et ce voile est censé représenter au sein de l'Iran et de l'État le sang des martyrs de 79. D'ailleurs, peut-être juste une petite note là-dessus aussi, parce que c'est vraiment un sujet vaste, là, mais vous tapez, mettons, dans Google, tu sais, Iran 1960 ou quelque chose comme ça pour voir des photos. Et on a l'impression qu'on photographie pratiquement des hippies aux États-Unis, là, dans le sens que la culture est très européenne, américaine, et suite à cette révolution-là, il y a eu des changements assez importants. Drastiques, oui. C'est ça, complètement fou. Il y a plein de films, de livres et tout
que vous pouvez aller voir pour découvrir l'histoire. C'est assez intéressant, mais je crois que Vincent avait quelque chose à dire parce qu'il n'y a pas juste des livres ou des films. Il y a des jeux. Écoute, si vous avez pas... Mais en fait, Sylvain, c'est vraiment intéressant que tu nous en parles puis que tu l'exposes comme ça parce que je crois que c'était l'année dernière, on a eu un jeu qui se nomme 1979 Révolution in Iran. Et le jeu, en fait, c'est un jeu qui reprend un peu le même principe que dans Twilight Struggle, qui est un card-driven game. Puis il y a vraiment, premièrement, le jeu est très intéressant au niveau mécanique. Il y a des particularités vraiment, vraiment intéressantes. Juste pour vous en donner une, il y a un draft entre les deux joueurs. Donc déjà là, ça vient changer la dynamique parce que je le sais qu'est-ce que tu vas avoir en main, Sylvain. Et tu sais qu'est-ce que je vais avoir en main. Tu sais juste pas quand est-ce que je vais le jouer. Puis d'un côté, en fait, c'est que tu as un joueur qui veut pousser justement pour accélérer le tempo puis qu'on change de partie au pouvoir le plus rapidement possible. Fait que puis t'as l'autre joueur qui lui veut ralentir les choses le plus possible, aller dans le fond cash in certaines cartes qui vont lui permettre de faire des points. Bref, le jeu est vraiment, vraiment intéressant sur plein de points. Un superbe jeu là, de Daniel Bullock, qui est un designer que je trouve qui est trop sous-estimé, qui est très méconnu. Il a pas fait beaucoup de design, mais dans tous ses designs, il y a comme quelque chose qui est récurrent, c'est-à-dire quand il y a une particularité historique, il vient vraiment, vraiment il désire vraiment la faire représenter de façon notable dans ses jeux. Bref, donc si vous n'avez pas eu la chance de passer là-dessus, je vous encourage fortement à aller voir là, ce jeu-là. Je tiens, en fait, tu me tends la balle, là. Je pense que c'est important aussi de mentionner à quel point que la révolution iranienne vient aussi influencer là tous les États-Unis avec tu sais présentement à l'époque en 79 dans le fond Jimmy Carter qui est au pouvoir. Mon but c'est pas nécessairement de rentrer dans un débat politique, mais c'est important quand même de mentionner que Jimmy Carter a quand même fait des efforts là somme toute pour tenter là de faire un trait puis commencer à discuter en fait de réunions pacifiques puis bon c'est sûr que certain qu'il y a toujours des intérêts américains, des intérêts qui sont typiquement américains, mais la révolution en Iran a vraiment eu un espèce de paroxysme là, avec la crise des otages à la fin de 79, où des étudiants iraniens vont kidnapper des Américains qui sont là-bas en pourparlers et ça va comme être un peu on dit en anglais le hammer, le clou final dans la tombe de la présidence. Ouais, c'est ça exactement. À la présidence de Jimmy Carter, c'est vraiment ça qui a fait en sorte qu'il a perdu un peu la carte devant son électorat et par la suite on aura Ronald Reagan qui aura pris le pouvoir, qui est un des meilleurs présidents des États-Unis après Donald Trump, évidemment, hein, on le sait tous. Donc ouais. Bien sûr. Puis en fait, il y a d'autres éléments que je trouve intéressants là, à mentionner dans la politique et société. Notamment, là, il y a un déversement de 600 000 tonnes de pétrole dans le golfe du Mexique à cause d'une explosion, un puits de pétrole qui s'appelle Ixtoc 1. C'est le plus gros déversement de pétrole jamais vu dans l'histoire. Ça n'a même pas encore été battu. On veut pas battre ce record-là nécessairement, mais c'est encore un événement notoire là, au niveau de l'écologie, au niveau de l'environnement. Comment ça s'est passé? Wikipédia vous le dira. Bon, les gars, je savais qu'on pouvait se rendre à 40 minutes avec notre intro. Ouais. Je pense qu'on pourra pas parler si longtemps des joyeux festins. Là. 79, c'est le début des joyeux festins. Les petits plats pour enfants au McDonald's là, avec les jouets. C'est ça, chose intéressante, il y avait des jouets avec. On est un balado qui parle de jeux. C'est ça. Veux pas ces jouets-là à collectionner.
Moi, je capotais là-dessus. Je dois dire, moi, j'allais pas souvent au McDo quand j'étais jeune. Maintenant, j'y vais vraiment souvent parce que c'est moi qui décide quand j'y vais, là, mais... Quand j'étais jeune, on y allait pas souvent au McDo. C'était pas, ça faisait pas partie de qu'est-ce que nos parents voulaient, mais j'adorais ça, les jouets du McDo, là. C'était comme, lequel on va avoir, pis là, on peut-tu demander celui qu'on veut, pis là, tu savais pas c'était lequel qu'il allait avoir, pis là, tu voulais collectionner les séries au complet, pis là, des fois, tu te pointais dans une vente de garage, pis là, avec un qui vendait tout son kit de tel. Ah ouais, non, les jouets du McDo, maintenant, c'est moins excitant, je dois dire. Quoi qu'ils en ont fait des pas pires, là, ils viennent de finir une collaboration avec Pokémon. C'est des cartes de Pokémon, des vraies cartes de Pokémon, ok? Des vraies cartes de Pokémon, mais ils ont rajouté un genre de spinner en plastique spécial, genre de fidget spinner, là, tu sais. Et quand tu le tournes, il arrête sur un certain endroit, puis ils ont comme fait une version ultra simplifiée et hasardeuse du jeu de Pokémon où, dans le fond, ben là, tu vas rouler ton spinner, puis là, ça dit, OK, celui que le Pokémon a le poids le plus élevé va gagner un point, tu sais. Fait que là, c'est vraiment juste un petit jeu de hasard pour les enfants, mais dans le fond, ils te donnent des vraies cartes Pokémon avec un spinner de plastique et il y a un designer de jeu, là, qui a travaillé là-dessus. J'ai pas pu trouver son nom, malheureusement, mais j'ai trouvé ça quand même excitant de voir qu'on est dans une mouvance de ce type, là. Mais écoute, peut-être ça peut être un bon segue en fait avec la section littérature et fiction parce que dans Battlestar Galactica, hein, la télésérie Battlestar Galactica, vous allez me dire ah oui celle en 2004, non. Il y en a une autre avant, une plus sombre qu'on aimerait oublier, mais que malheureusement, chers fans de Battlestar Galactica, vous devez reconnaître qu'en 78-79, il y a eu la première saison ever de Battlestar Galactica, qui s'est faite d'ailleurs critiquer comme étant la version un peu boboche slash de comptoir de cuisine de Star Wars. À la fin de cette saison-là, non seulement George Lucas les a poursuivis, comme quoi il y avait une trentaine d'idées qui lui avaient été volées. Évidemment, c'est tout à fait faux, là. Ils ont tout l'air d'être habillés comme Luke Skywalker, par exemple. Ouais, exact. C'est la période, hein. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu dur. C'est le western sci-fi, hein. Ça, c'est ça. Ouais. C'est comme ça qu'on peut appeler ça, là. Mais je pense que ce qui a vraiment, encore une fois, ce qui a tué un peu, c'est que à la veille de Noël, c'est triste, puis en même temps, c'est tellement comme à la veille de Noël, t'as un enfant qui commence à jouer avec un jeu de Battlestar Galactica et soudainement, c'est un genre de jouet avec un fusil ou peu importe, et t'as un personnage qui tire un élément en plastique qui l'atteint directement à la gorge et qui étouffe l'enfant et l'enfant meurt la veille de Noël 1979. Et un peu plus tard, t'as un autre enfant qui doit se faire opérer parce qu'il a reçu il y a eu un morceau de ce jouet-là de Battlestar Galactica qui est tombé dans les poumons. Bref, après ça, la compagnie a décidé de ramener tous les jouets parce qu'ils ont fait comme OK, clairement c'est dangereux, puis on va se faire poursuivre par toutes les autres situations un peu dangereuses pour les enfants. Fait que je pense que, tu sais, ça l'a peut-être joué dans la balance par rapport à Battlestar Galactica, pourquoi ça n'a pas fini. Il y a eu d'autres raisons, évidemment, mais tu sais, quand t'es autant dans plein de polémiques comme ça en 79, tu te dis, OK, va me calmer les nerfs, disons, là, ainsi. Et justement, la littérature fiction, hein, ce qui est intéressant par rapport aux séries qu'on voit, en fait, c'est que les soirs de semaine, les soirs de week-end, on a le droit soit à du soap opera, soit soit des émissions pour enfants, hein, tu sais, d'ailleurs, on pourrait parler des Mopettes, hein, qui a eu le premier film en 79, mais on a surtout le droit à de la fiction. C'est vraiment particulier si vous irez voir là sur la liste de IMDb là des shows les plus populaires là dans les années fin 70 et c'est littéralement juste ça qu'on a. On a Doctor Who, on a Wonder Woman, Charlie's Angels, Starsky and Hutch et une tonne et quart de soap opera, des sitcoms qu'on n'entend plus parler, mais la fiction de cette époque semble avoir eu un impact notoire. Là, on peut parler de Charlie's Angels qu'on trouve un peu, qu'on ridiculise un peu, mais à cette époque-là, c'est un peu, c'est
vraiment solide comme émission. Là, hey, ce sont des femmes protagonistes qui prennent leur envol en tant que femmes fortes qui vont aller combattre le mal puis tout ça. Et qui vont évidemment servir Charlie, mais Charlie c'est juste un personnage secondaire là, tu sais. Wonder Woman là-dedans aussi, qui elle a toujours eu une place un peu secondaire dans l'univers de DC. Là, soudainement elle arrive, elle a sa propre émission. Donc il y a comme une espèce de culture qu'on commence tranquillement à enseigner aux enfants, c'est-à-dire les femmes peuvent avoir du pouvoir. Les femmes peuvent avoir cette force-là d'esprit et peuvent devenir plus que juste une femme de ménage. On le voit aussi dans les livres, notamment la série Darkover. Donc, je sais que vous n'êtes pas nécessairement familier avec cette série-là, mais il y a un message très très fort autour du féminisme dans Darkover, puisque les femmes ont vraiment des pouvoirs psychiques très très puissants. Et elles sont un peu l'espèce d'exemple à suivre au niveau du côté moral, du côté éthique. Donc ces femmes-là ont vraiment ce pouvoir-là sur cette planète qui est dans une autre galaxie complètement. Puis sinon, encore une fois, on pourrait parler un peu. Je pense que ça pourrait être intéressant de mentionner le côté un peu féminisme qu'il y a dans Dune en fait. Puis avec Children of Dune qui est sorti en 76, on s'entend, oui, c'est 3 ans avant, mais comme on a dit auparavant, le rythme est pas aussi... Le temps allait pas aussi vite. Non, exact. Puis les gens relisaient les livres. Les gens continuaient en fait à avoir ce culte-là pour des choses qui étaient à la mode et qui continuaient d'être à la mode. Et un autre exemple très très fort de ça que j'ai vu, puis j'ai fait oh my god. Cette année-là, on a eu Star Trek Motion Pictures qui est sorti en 79. Le dernier épisode de la série Star Trek, la première série, date de 68. Donc, 11 ans plus tard, on est encore dans ce culte-là de Star Trek, là. C'est encore très, très fort. C'est encore très vibrant. Et somme toute, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde un peu toute la fiction, non seulement la littérature, en fait, il y a beaucoup de fiction, mais non seulement ça, ce qui est intéressant de voir dans le domaine de la fiction, c'est un peu le désir, en fait, de se rebeller contre le statu quo, qui est un peu une image que l'on donne pour critiquer les situations, en fait, du monde. On peut le voir avec les différentes révolutions puis tout ça qui se passe, les changements aussi au niveau sociétaire qui commencent à s'effectuer au niveau, par exemple, juste de la place de la femme, ou encore toutes les questions de justement le côté capitalisme, puis le peuple qui se rebelle, qui décide de vouloir prendre place. Mais somme toute, il y a aussi une autre ambiance qui est intéressante par rapport au contrôle de ses émotions. Dans Star Trek, le personnage qu'on va associer qui va être le plus iconique, ça va être qui? Spock. Et Spock, c'est un gars insane dans le contrôle de ses émotions. On parle il y en a pas, exactement, mais il est en contrôle parfait de ses émotions. Maintenant, dans Star Wars, qui oui, est pas sorti en 79, mais quand même, ça fait il y a encore ça qui est dans l'air dans Star Wars, hein, le contrôle des émotions, ne pas se laisser aller à la colère pour le côté sombre de la force. Dans Darkover, qui est encore une fois, on va en parler quand on va parler plus tard des jeux dans la section jeux. Il restera plus de temps à ce moment-là, désolé. Ouais, c'est ça, exact. Mais grosso modo, il y a aussi ça qui est important, c'est que dans Darkover, c'est le contrôle des émotions et finalement dans Dune, Fear. C'est quoi qu'ils disent par rapport à la peur et la petite mort. Exact. Fait qu'il y a comme, je sais pas pourquoi, en lisant, en m'informant là-dessus, ça m'est vraiment sauté au visage à quel point que c'est quelque chose qui est vraiment présent dans la fiction, le contrôle des émotions. Puis je sais pas pourquoi, c'est comme, est-ce que c'est vraiment un mouvement, tu sais, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle peut-être avec la psychologie à cette époque-là? Je le sais vraiment pas. Mais je trouve ça particulier, les gars, qu'on voit ça de plus en plus être de
être vraiment mis de l'avant, là. Je sais pas ce que vous en pensez, là, en tant que tel. Vas-y, Simon. Ouais, ben c'est un point intéressant. En fait, on parlait un peu tantôt justement des Wall Street Boys et toute cette chose qui va suivre par la suite. Tu sais, l'image de impassible et cool, tu sais, de la personne qui ne se laisse pas. C'est une époque de cynisme hein, aussi. On approche les années 80 qui va être teintée d'un grand cynisme. Mais moi, je voudrais surtout juste réagir sur le fait que je viens de découvrir qu'il y avait une série en 2003 qui s'appelle Children of Dune. Oui, c'est vrai. Une mini-série de 3 épisodes. Donc, ne me cherchez pas en fin de semaine, mesdames et messieurs. Je serai occupé à regarder la chose. Sylvain, si tu veux réagir peut-être à cette question rapide avant qu'on passe au prochain point. Je trouve ça tellement vaste que c'est dur de rebondir dessus, mais je dirais qu'il y a quelque chose de ça aussi dans les jeux, hein? Ne pas se laisser emporter par ses émotions, puis être froid et calculateur pour gagner la partie. C'est souvent ce qui est demandé dans les jeux de stratégie. Bien dit. Je pense qu'on va sauter la section sport si ça vous dérange pas, à moins que vous tenez vraiment à dire une information là-dedans. Non, si on a des auditeurs de Québec, les Nordiques entrent à la LNH. Voilà. Ouais, exactement. Puis après, ils sont plus là. Ok, donc... J'essaie d'être sympa, là. Désolé pour les gens de Québec. Donc, sinon, ben c'est aussi, on le sait, là, c'est vraiment la montée en puissance des jeux de rôle qui continue ben là, on tombe un peu plus dans le sujet du jour, là, mais D&D version avancée vient juste de sortir et ben c'est ça, là, ça va prendre d'assaut le monde du jeu, c'est un peu... un espèce de, pas de renversement, mais on peut dire un peu la transformation du hobby de niche va vraiment se transposer vers le jeu de rôle, va quitter un peu le domaine du jeu de guerre, même si le jeu de guerre va encore continuer d'exister, pour laisser place au jeu de rôle qui va avoir une emprise assez incroyable sur notre monde. D'ailleurs, c'était, petite parenthèse, Draconis, le festival Draconis à Montréal il y a quelques jours et oui, c'est une place de geek, effectivement, je vous dirai pas le contraire, mais pour découvrir des jeux de rôle et voir ce qui se fait, c'est quand même un endroit assez intéressant. Eh bien, nous sommes rendus les jeux emblématiques de 1979. Sylvain, je te laisse la parole et on va se lancer avec toi. Ok, vu qu'on en parle depuis tantôt, je pense que je vais commencer par lui, même si c'est pas lui qui est dans l'ordre du fichier. On va parler de Dune. Comme ça, Children of Dune. Comme ça, vous allez pouvoir en parler pendant une demi-heure, puis ensuite, les 15 minutes qui restent, on va le rusher sur tous les autres jeux. On est-tu fan de Dune ici? Je vais donner quelques informations factuelles comme ça, intéressantes, puis je suis sûr que vous aurez de quoi rebondir au passage. Donc, Dune, on est en 79 pour la sortie du jeu, mais je rappelle quand même que le livre est sorti, ça fait un petit bout de temps. Il est sorti en 65 sous format de roman. Et par avant, il avait commencé à sortir en 63 sous une forme périodique dans un magazine. Donc, c'est quand même vieux, entre guillemets. Ça fait 14 ans, 15 ans que le jeu existe. Que l'univers Dune existe et qu'il est présent. Et donc, j'imagine que le jeu était bien attendu. Mais ça, c'est pour les anglophones, parce que le jeu est sorti en 79 chez, évidemment, Avalon Hill, dont on n'arrête pas de parler depuis le début de la saison. Mais, du côté francophone, c'est pas 14 ans il va falloir attendre. Il va falloir attendre entre le moment de la première sortie d'un premier truc de Dune et la sortie du jeu en français, il se passe 30 ans. Oh, quoi, ça sort dans les années 90? Ça sort en 93. Donc, c'est vraiment spécial parce que tu as comme toute une génération de joueurs anglophones qui y jouent depuis très longtemps au jeu et là, ça arrive en français. T'sais, c'est quand même particulier aujourd'hui, surtout ici au Québec. Ça serait fou là, que ça fasse ça. C'est ça. D'autant plus qu'ici au Québec, c'est encore plus particulier parce que nous, on est vraiment à la croisée. On a accès au marché francophone et au marché anglophone facilement. Là.
Mais à l'époque, c'est quelque chose là, de réussir. Donc j'imagine qu'il devait y avoir peut-être des copies anglophones sous le manteau qui étaient passées en France, mais avec des règles traduites à la main. Là. Donc, entre les deux, il y a des extensions qui sont sorties, mais la première version française incluait déjà deux extensions. Petit truc intéressant à noter aussi sur Dune. À la base, en fait, le jeu, la mécanique, donc pas le thème, le jeu était sur la Rome antique. Ouais. Okay. Mais en guillemets, on peut y voir d'une certaine façon un peu les luttes de pouvoir, etc. C'est tellement thématique le jeu de Dune. Ouais, mais c'est ça qui est surprenant, c'est que le jeu de Dune n'a pas été construit à partir de la licence, il a été construit à partir d'un jeu qui existait, qui n'a pas été commercialisé, mais qui était thématisé sur la Rome antique. C'est juste qu'Avalon Hill avait acquis les droits de Dune, puis en fait, ok, le jeu qui est là, ça fonctionnerait bien avec le thème de Dune, donc on change le thème. Wow! Ouais. Ils ont du la cash, tempête de sable. ils ont du cash en tabarnouche, là, ça veut dire, là, de switcher d'un thème à l'autre comme ça, surtout avec une... Je suis pas sûr que la licence de Dune a coûté aussi cher à ce moment-là, par exemple. Probablement, mais là, ça, je ne sais pas. Faudrait demander à Pierre. Il était là au moment où le contrat a été signé. Où l'univers a été créé. C'est ça. En fait, tu vois, c'est ça, exact. Pierre, il a vu le Christ être crucifié, tu sais. Et Pierre, il est dans la Genèse. Là. Ouais, c'est ça. Truc drôle qu'on a vu récemment, il y a le nouveau film de Dune qui est sorti, et avec ça, comme par hasard, des jeux de Dune qui sortent, notamment une refonte du classique Dune. Il y a eu la même chose, entre guillemets, là, au moins intense, en 84. Ouais, avec la film de David Lynch. C'est ça, la sortie du film de Lynch en 85. Juste avant ça, ils ont ressorti le jeu avec 2 extensions. Donc, ils ont profité un petit peu de du regain d'intérêt potentiel parce que ils ont sorti le jeu juste avant que le film sorte. D'ailleurs, la couverture de ce jeu, elle est exceptionnelle parce qu'elle représente vraiment le film de David Lynch. Là. Avec Sting! Directement. Sur la couverture, exactement. Non, mais c'est trop cool, là. C'est trop cool avec ton Dune de 84, tu joues avec Sting, là. Il est dans la boîte. Cette copie, ça me fait penser à Starmania de 84 avec Jean Leloup, là. On est vraiment dans le même genre, là. Wow. Donc c'est ça, mais sinon Dune, j'en parle depuis tantôt, mais je parle pas tant du jeu. Je sais pas trop par où le prendre, par où le commencer, tellement qu'il y a de choses à dire. Je vais dire 2-3 petits trucs, puis je pense que là, je vais lâcher le morceau de viande, puis je vais vous laisser vous pitcher dessus. Là. Mais une des particularités de Dune, c'est que il y a les factions du jeu ont des capacités différentes qui viennent changer complètement la dynamique pour être fidèles à l'univers. Chose surprenante, effectivement, étant donné que c'était pas le thème original. C'est pas forcément quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant, mais c'est vraiment une volonté de se coller le plus possible au thème. Puis ça, c'est très intéressant parce que souvent, on peut voir des jeux qui sont plaqués où, tu sais, le thème c'est ça, mais on s'en fout un peu. Dans le cas de Dune, il avait changé en plus. Ouais, c'est ça. Dans le cas de Dune, il y a quelque chose de surprenant. Ils avaient un thème. Ils l'ont viré, ils ont mis un nouveau thème, mais ils ont quand même essayé de se coller le plus possible et pas juste de faire un plaqué, genre ouais, on va mettre Dune là, sur la boîte puis ça va se vendre. Puis il y a même des trucs intéressants comme les conditions de victoire qui sont variables. Par exemple, puis là c'est un exemple, si on joue les Ben Gesserit, si vous connaissez pas Dune, c'est des femmes qui ont le pouvoir de préscience et tout, de voir un peu le futur, tout ça. Le joueur doit faire quelque chose d'assez surprenant, il doit essayer de prévoir qui va gagner et à quel tour il va gagner. Si cette condition survient, c'est lui qui gagne. Donc peu importe s'il a bien joué ou pas pendant la partie, si ce qu'il a prophétisé arrive, il gagne. Évidemment, il va essayer de s'arranger peut-être pour que ça survienne, mais ça reste quand même très intéressant. C'est comme un peu du méta rendu là sur comment jouer. Bref, mais en même temps, voilà. c'est que c'est tellement thématique parce que tu sais justement les Bene Gesserit vont s'organiser en fait dans l'univers de Dune pour favoriser certaines factions. Oui, exact. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. C'est comme de la prophétie autoréalisatrice. Là. Exact. Mais c'est intéressant que ça se retrouve comme mécanique de jeu. Bref, vraiment. Je vous laisse le morceau là. Allez-y. Mais tu sais, en fait,
moi, je suis juste curieux par rapport à ton fun fact concernant la Rome antique parce que tu sais, je serais curieux de voir en fait dans tu sais, Avalon Hill a sorti Republic of Rome quasiment 10 ans, tu sais, 11 ans plus tard. Je serais curieux de voir jusqu'à quel point que le design de Dune a eu une influence sur Republic of Rome. En tout cas, excusez, c'est une parenthèse Bonne question. Que je serais curieux. Simon, je te laisse la parole. Ah ben tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait, c'est quand même drôle parce que moi, je suis vraiment pas un fan du jeu Dune, même si j'en conviens que ce qui a été dit sur le jeu est vrai et que je suis un fan fini de l'univers. C'est pas tant mon style de jeu. Et d'ailleurs, la plupart des jeux qui ont été faits par la suite de Dune, c'est vraiment une thématique qui est plaquée, alors que celui-là a quand même l'élégance de transmettre l'univers en tant que tel. Fait que tu sais, j'aime ce groupe de créateurs là, qui est Future Pastime. Je l'ai déjà dit dans un autre épisode. En fait, je les aime pas, mais je reconnais leur qualité de créateurs. Ils arrivent avec des jeux en 79. Bon, il y avait déjà sorti Cosmic Encounter juste avant, mais avec des jeux à pouvoir variable, à conditions de victoire différentes, avec de la négociation, des échanges, donc vraiment beaucoup de mécaniques très élaborées, très complexes. Ils faisaient leurs affaires, ils s'en foutaient du reste. Et je pense que Vincent, ça c'est ton cue pour nous parler du prochain jeu que t'aimerais nous... Oui, en fait, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tu sais la plus grande force de ce trio d'auteurs-là, c'est le fait qu'ils sont capables d'amener des mécaniques qu'on voyait davantage dans le wargame. Puis après ça, de les amener plus dans un univers plus caractère jeu de société, justement. Là, et un d'entre eux, en fait, que moi j'ai trouvé complètement sauté, qui pousse un thème jusqu'à son paroxysme, là, c'est vraiment, j'en ai parlé tantôt, Darkover. Je trouve ça dommage parce que ce jeu-là est vraiment mal aimé selon moi. En fait, en lisant les livres, je comprends fois 1000 qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau thématique. Je comprends c'est quoi la proposition qui est derrière. Et ben, je trouve ça particulier parce que en fait, ce trio d'auteurs-là qui produit Dune produit en même temps Darkover, qui sont deux jeux qui proviennent de littérature très très forte de l'époque, parce que Darkover, on s'entend, c'est certains critiques de l'époque vont dire que c'est le Foundation d'Isaac Asimov des années 70. Ben eux proposent ce jeu-là qui pousse le thème jusqu'à son paroxysme, comme je disais, grâce à l'immersion, c'est-à-dire que dans le jeu, on va incarner un peuple, donc c'est pas nécessairement nous en tant que tel qui avons un pouvoir asymétrique, pardon, mais c'est véritablement les endroits qu'on contrôle. Donc, il va y avoir des châteaux et des tours, et chacune des tours va avoir des pouvoirs spécifiques reliés à la faction existante dans ce territoire en question. Et je vous le dis là, les gars, là, je veux dire, les pouvoirs reflètent parfaitement comment est-ce que ça s'incarne dans le livre là, en tant que tel. Okay. Mais non seulement ça, c'est que c'est un jeu que j'ai rarement vu ça, puis dites-moi si vous avez déjà eu d'autres propositions qui viennent briser le 4e mur du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que Darkover va nous proposer va avoir une proposition osée qui nous dit jusqu'à quel point est-ce que je suis prêt à perdre dans la vraie vie pour gagner dans le jeu. Et si je vous donne un exemple d'une d'une mécanique, c'est qu'au début de la partie, tu dois écrire une mais je sais pas si toi, je sais que Simon, tu y as joué. Toi, Sylvain, est-ce que tu y as joué à Darkover? Non. OK. Falloir que tu essaies ça parce que je pense que ça va être probablement ça va être dans tes cordes de le côté expérientiel. Un jeu d'expérience, l'expérience unique. Exact, Okay. Parce qu'au début de la partie, en fait, tu vas marquer une conséquence sur un bout de papier et tous les joueurs vont le faire et à un moment donné, tu vas avoir une tuile que tu vas piger et faut que tu ailles piger une conséquence. La personne lit à haute voix cette conséquence-là et tu as le choix de la faire
et donc de continuer sans perdre tes unités ou de ne pas la faire et de perdre tes unités dans ton territoire. Que c'est un jeu de confrontation, hein, un jeu de royaume où il y a des confrontations d'unités puis tout. C'est ça, tout à fait. Mais la conséquence, ça peut être lécher l'orteil de quelqu'un. Là. Exact. Ah ouais. Tu sais, par exemple, dans le fond, il y a une partie que je me souviens très bien. Moi, je ne jouais pas, je les observais et quelqu'un avait écrit que pendant 10 minutes, il fallait que la personne quitte la table et soit à mon service et que chaque fin de phrase que cette personne-là va dire, que ce soit une phrase qu'elle dit à moi ou non, mais la personne doit dire « Oui, Monsieur Beaulac ». Et de voir les gens se regarder et se dire jusqu'à quel point je suis prête à faire ça pour gagner dans le jeu et de voir tout le monde mettre leur pouce vers le bas puis se dire je suis prête à perdre toutes mes unités pour pouvoir faire ça. Il y a quelque chose qui vient vraiment briser en fait ce quatrième mur-là qui habituellement va juste impliquer des choses qui sont sur la table. Maintenant, on sort de là puis on propose ça et ça, c'est quelque chose qui est omniprésent, en fait, dans les livres de Darkover. C'est toujours le fait que jusqu'à quel point que les personnages sont prêts à perdre dans la vraie vie pour gagner dans l'espèce de jeu politique qui se passe, puis de convaincre les autres au détriment de peut-être perdre de leur réputation, peu importe. Donc ça, c'est vraiment, vraiment intéressant là, comme proposition. Mais comme je dis, malheureusement, le jeu souvent est un peu mal perçu parce que on s'en va en fait dans des situations qui vont mettre les gens mal à l'aise, qui vont déstabiliser les joueurs autour de la table et souvent ben cette situation-là nous amène parfois à critiquer le jeu parce que justement on voit pas l'essence stratégique derrière ça. Alors qu'il y en a une véritablement, selon moi. On fait un concours de je te tiens par la barbichette de savoir qu'est-ce que je peux dire pour te faire rire, Sylvain, puis que tu perdes le combat. Il y a quelque chose il y a un conflit psychique qui se crée et tu veux en fait te concentrer de façon psychologique pour ne pas rire, tu sais. Fait qu'il y a comme des stratégies à quand déclencher ce genre de combat-là, à quel moment le faire. Puis jusqu'à quel point tu es prête à tomber là-dedans, bref. C'est niaiseux. J'aimerais dire que sur Board Game Geek, on a une photo de Pierre qui joue à ce jeu. J'allais dire, tu m'as volé mon punch parce que la seule photo en action de Darkover sur BGG, c'est Pierre au jab en train de jouer avec d'autres personnes qu'on connaît pas, mais quand même. Et là, dans le cas présent, ce n'est pas de l'hypothétique, est-ce que Pierre était là ou pas? Il était là, il y a une photo là. 2007, il était là, c'est légitime et légal. Et on salue Danny Simard qui a mis la photo. Qui a mis la photo, merci beaucoup Danny. Yes, we played it. Il y a peu de gens qui ont eu cette chance-là. Ben c'est intéressant, par exemple, de voir cette question-là, justement. Qu'un jeu peut apporter. Tu sais, à quel point je suis prêt à sentir ton dessous de bras pour pas perdre une unité. Là. Puis je pense aussi tu peux pas jouer à ça avec des inconnus parce que je pense ben c'est parce que tu sais pas vraiment s'ils sont comme contre les déodorants ou non là, tu sais. Mais blague à part, tu sais, il y a comme de quoi d'intéressant où est-ce que quand tu joues à ça avec des gens que tu connais bien, il y a de quoi qui ressort de la table puis qui devient quelque chose, tu sais, qui devient une expérience mémorable. Puis je pense que tu sais pour revenir à cette époque-là, le fait de gagner ou de perdre a peu d'importance, je crois, puis on se concentre davantage sur l'expérientiel puis qu'est-ce qu'on vit ensemble plutôt que cette espèce de compétition-là puis de sentiment de performance que je peux avoir là-dessus. Ça comme ça, je sais pas si je peux le rattacher à l'époque en tant que tel, là, parce que c'est un peu large, mais je peux très bien le rattacher à ce groupe de créateurs-là qui est Future Pastime, qui, dans Dune, dans Cosmic Encounter, dans Darkover, c'est le même côté qui ressort. Ce sont des jeux de confrontation sans pitié,
mais où au final la victoire est un enjeu secondaire des fois. Ouais, mais je dis ça a priori parce que je regarde les jeux de 79, c'est des jeux de longue haleine. Tu sais, on parle de... Ben là, j'allais dire, on va laisser Sylvain nous parler d'un jeu qui dure une durée incroyable et je suis curieux de savoir à quel point la victoire peut être définitive là-dedans. Là. Ok, donc on passe au mastodonte. Ouais, le méga jeu. Ok, donc méga jeu et je prends méga de la place dans nos notes avec ça. Donc je vais essayer d'être concis étant donné qu'il nous reste peu de temps à ma compréhension. On est correct, on est dans les temps, messieurs, on prend notre temps. Je veux juste Parfait. qu'on garde une belle dynamique, qu'on s'étale pas trop sur des sujets, mais à date tout va bien. Je pense que les gens à la maison s'amusent bien. Si vous vous amusez pas, arrêtez l'épisode. Puis recommencer là du début jusqu'à ce que vous vous amusiez. Ben, tu leur as dit d'arrêter, ils sont plus là déjà. Ah non, revenez, s'il vous plaît. Non, arrêtez pas. Donc, le jeu, c'est probablement... Le jeu. Je sais pas comment le définir exactement. C'est quelque part entre une blague, mais une blague tellement travaillée que c'est plus une blague. Est-ce que c'est encore un jeu rendu à quel point le truc est développé et détaillé? On va découvrir ça ensemble. Je vous laisserai juger. Et le jeu, c'est The Campaign for North Africa, The Desert War, 1940-43. Donc, comme son nom le dit, ben, c'est un jeu sur la campagne d'Afrique du Nord qui a vu s'affronter les Alliés et l'Axe. C'est là qu'ont eu lieu les hauts faits d'armes de Rommel, ce qu'on a surnommé le renard du désert. Donc, si vous êtes un peu familier avec des événements marquants de la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un des champs de bataille importants. Et ce jeu-là se veut une recréation la plus fidèle possible en papier et carton de cette campagne qui a duré 3 ans. Et c'est donc... Le jeu dure 3 ans. Ouais, c'est ça. En fait, le jeu sur BGG est chiffré à 60 000 minutes de jeu. Combien ça? Je sais pas si c'est une... Il faut le calculer, mais j'allais dire, je sais pas. 60 000. C'est similaire. Ben, je l'ai calculé, c'est 50 jours non-stop, je pense. Parce que je l'ai noté quelque part. Ouais, je me souviens que tu l'as noté. Ouais, c'est ça, je l'ai noté quelque part, je le retrouve plus dans les notes, mais c'est genre 50 heures de jeu non-stop, là. C'est genre, tu fais que ça. Tu te nourris pas, tu dors pas. 50 jours. Mais Wow. ce jeu... Ça fait pas de sens. Non, c'est 6 semaines. 6 semaines. C'est pas exactement 50 jours. Là. Ouais, okay. Écoute, hey, 6 fois 7, ça fait 42. Ouais. 41,6 jours. Mais quand même, effectivement, là, si tu veux manger et dormir, là, t'en as au moins pour 150 jours. C'est ça, 9 heures de sommeil dans 6 semaines, c'est pas beaucoup. C'est ça. De toute façon, dès que tu dépasses le 12 heures de jeu, généralement, on dit que ton jeu il est fucking long. Là. Donc, le jeu peut se jouer à 2 en affrontement, un qui joue les alliés, l'autre qui joue l'axe, mais il est recommandé d'y jouer à 10 avec 5 personnes dans recueillir des gens pendant aussi longtemps, ça se fait bien. Hein? Non, mais je disais que ça coupe le temps de jeu si tu joues à plusieurs parce que comme ça, tu as moins de trucs à t'occuper toi. Tu divises le travail et donc ça serait plutôt estimé à 1200 heures si tu le joues à 10. Par personne. Puis j'imagine que là, il faut prendre en compte que tout le monde connaît le jeu puis qu'il n'y a personne qui niaise pour faire comme attends, ça fonctionne comment? Là? Je pense que c'est en le jouant sérieusement et organisé. Là. Tout le monde a lu la règle avant puis tout le monde maîtrise ses affaires. Bref. Et donc, elle est folle. Et ça c'est si tu joues pas en mail en mail to mail. Play by turn by turn. Ouais. Ouais. Et donc, il propose de diviser en 5 membres d'une équipe. Je vous dis rapidement les membres d'une équipe parce que c'est quand même intéressant. Ça nous parle un peu de ce qu'est le jeu. Ça a quand même un feeling méga game à un certain degré. Quand tu es rendu à 10 avec chacun qui a des tâches vraiment spécifiques dans le jeu, pour un jeu qui a une forme de simulation.
Donc, tu as un commandant en chef qui s'occupe, dans le fond, de la stratégie générale, un responsable de la logistique qui doit s'occuper de tout ce qui est rapport avec les ressources. Les ressources, c'est ça, le ravitaillement, etc. Donc, les convois de camions puis de navals pour pouvoir amener toutes les ressources nécessaires, etc. Le commandant de la zone arrière, en gros, c'est celui qui s'occupe de fournir tout ce qu'a besoin le front. Il s'occupe de la sécurité, des prisonniers, de la construction, bref. Oui, il y a des règles pour les prisonniers. Puis en tout cas, voilà. T'as le commandant de l'air. Donc lui, c'est. Sylvain. Quoi? Tu m'étonnes qu'il y a des règles pour ça. Ça a l'air basic. Là. Ben ouais, c'est ça. Il y a le commandant de l'air qui lui s'occupe des pilotes et des avions parce qu'il faut que tu t'occupes de chacun de tes pilotes, où est-ce qu'il est, puis qu'est-ce qui se passe avec lui, en plus de t'occuper des avions qui vont piloter. Donc, tu planifies les missions aériennes, les déploiements, etc. Et évidemment, tu as le commandant de la ligne de front qui s'occupe des combats à proprement parler, des déplacements de troupes. Donc, on voit déjà que c'est un jeu qui englobe vraiment beaucoup de choses. C'est un méga game, là. Oui, à un certain degré, mais juste sur la table. Il n'y a pas ce côté de tu te promènes, tu discutes avec des gens de d'autres équipes et tout ça. T'es une équipe, puis tu ferais front, puis voilà. Ben, en même temps, écoute, tu sais, si je suis pogné pendant 49 jours, j'ai comme pas le choix de m'amener de parler avec les autres. Ouais. C'était peut-être trop occupé, t'as peut-être même pas le temps de leur parler. Ouais, c'est ça. Et donc, juste pour vous donner une idée de ce que contient la boîte, il y a un plan de jeu qui représente 8 km de terrain. Ce qui est pas très gros, là. Ce qui est pas très gros. Il fait à peu près 3 mètres, le plan de jeu. Donc déjà, il faut que tu aies la table pour le poser. Puis tu joues à ça à terre, courbé tout le long. Sur BGG, il y a une photo d'un enfant qui est couché à côté du truc de jeu, puis ça prend au moins 2 enfants et demi pour faire le truc, là. Aïe, aïe. Il faut 1600... le jeu vient avec 1600 petits marqueurs, donc de tes unités et autres, là, puis on est dans du vieux jeu, donc c'est des petits cartons, là. Des petits cartons carrés, là. Oui, c'est ça. T'en as 1600. C'est ça. Donc, à trier, ça doit être l'horreur. Il y a 6 livres qui viennent avec, 6 livrets. Un qui est, des informations historiques, donc c'est cool. 16 pages pour en apprendre plus. 45 pages plus 2 ajouts pour les règles du jeu sur Terre, 23 pages pour la logistique et ce qui se passe dans les airs, 16 pages de chartes et de tableaux qui sont partagés entre les deux équipes, 36 pages de chartes pour le camp de l'Axe qui contient 73 chartes et tables pour des résolutions et tout ça. Et de l'autre côté, quand même, le Commonwealth. J'ai perdu le compte. Les Alliés ont juste 32 pages et pas 36 comme en face, c'est 58 chartes au lieu de 73. Le tout est soutenu par 12 fiches logistiques parce que dans le jeu, en fait, il faut que tu notes toutes. Tout doit être noté. Genre. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe de chaque... pour garder la logique et la cohérence de ce qui se passe de chacune de tes unités. Parce qu'il faut pas que Fait que t'as comme un joueur que dans le fond, lui, il dormira pas pendant tout ce temps-là. Lui, il peut pas, il faut qu'il note tout. C'est ça. Okay. C'est le Commander-in-Chief, probablement. Là. C'est la vigile. C'est la vigile. C'est ça. Voilà. Et il y a des rangements, c'est pas très important. Et il y a un dé à 6 faces. Un dé. Un dé. Il me semble que ça fait un peu cheap. Mais là, mettons, ouais, c'est ça. Tu roules chaque unité dans un combat.
Ouais. Ok. Puis encore, tu dis que c'est un jeu de combat, mais en fait, c'est pas tant un jeu de combat. Oui, il y a des combats, mais en fait, c'est un jeu de microgestion et de logistique. C'est Ça a surtout l'air ça, en hot, fait. non? Ça a l'air massif, mais ça a l'air Je hot. suis Là. sûr que t'es excité, je suis sûr que t'as envie de Ben jouer. oui, non, mais je comprends pas pourquoi il n'y a pas comme une réédition de ça, juste à caractère un peu plus réaliste. Là, mais... Ben, si tu veux, t'as Capitaine Sonore, là. Ouais. Pas vrai. Moi, j'allais dire, il y a Simone qui va te le sortir avec des figurines. Donc, 1600 figurines. Oh my god! Mais c'est ça. Puis avec Puis un D6 en comète, genre. Ah ouais, c'est ça. Le jeu se veut quand même réaliste dans ses règles, mais tu sais, réaliste pour représenter le plus fidèlement possible ce qui se passait. Comme par exemple, il y a une règle particulière qui est la règle pour les troupes italiennes. Parce que les Italiens, pendant cette campagne-là, avaient reçu des pâtes. Sauf qu'on est dans le désert, donc dans le désert, il n'y a pas d'eau. Ça l'en prend de l'eau. Donc, dans le jeu, c'est représenté par le fait qu'il faut payer de l'eau en plus, sinon la troupe se désorganise. T'sais, ils mangent pas, donc oublie ça, ils peuvent pas aller se battre puis faire leur ravitaillement, faire toutes leurs choses qu'ils ont à faire dans le jeu. Donc, il y a une règle spécifique qui s'appelle The Italian Pasta Rule. Donc, la règle spécifique pour les pâtes italiennes. Pis ça, c'est juste quelque chose qui est spécifique à un joueur qui joue les Italiens. C'est ça. Le joueur de l'Axe, ses troupes italiennes, elles sont cette règle-là. Wow! Et t'as plein de trucs comme ça. À savoir que cette règle-là se veut une blague du créateur parce qu'en fait, dans la réalité, ils cuisaient leurs pâtes dans la sauce, dans les cannes de sauce tomate qu'ils avaient, donc ils n'avaient pas besoin d'eau en plus. Mais bref, ils trouvaient ça très drôle que les Italiens soient partis dans le désert avec des pâtes. Donc il a mis cette règle-là. Mais il y a d'autres règles comme ça où je crois que à chaque tour, tu perds 3% de ton gaz et tout par évaporation parce qu'il fait chaud, sauf les Britanniques, parce que les Britanniques avaient des réservoirs différents, donc ils perdent 7% genre de leur réservoir à chaque tour à cause de la chaleur. C'est une blague ça aussi ou non? Ça, a priori, c'est pas une blague, c'est vraiment dans le jeu, puis voilà. Mais genre, un tour de jeu, pour vous donner une idée, a 30 étapes. Donc, un tour de jeu, c'est 30 étapes. Puis il y a une photo sur... je viens de voir une photo du jeu à côté d'une copie de Carcassonne. OK. Carcassonne, c'est pas si gros, on s'entend, là, mais on dirait une fois étalé? Ouais, non, dans la boîte seulement, mais on dirait que c'est minuscule. Là, c'est... en tout cas, c'est juste une parenthèse. Là, mais ouais, c'est juste des livres, il n'y a rien. Là. Puis t'as un dé. Donc c'est ça, donc tu as 30 étapes, puis dans les 30 étapes, tu as déterminer l'initiative ou faire les combats, mais tu as aussi des trucs comme distribuer l'eau, déterminer la température, et il y a même une étape dans les 30 étapes qui s'appelle déployer la flotte du Commonwealth. Donc je sais pas ce que ça représente exactement dans le jeu, mais tu as vraiment une étape qui est importante, c'est ça, exactement. Tu sais, c'est pas genre se déplacer les unités ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment genre déployer la flotte du Commonwealth. Donc à chaque tour, on s'arrête, on fait comme OK, c'est le moment de déployer la flotte du Commonwealth. En tout cas, bref. Puis à la fin d'un tour qui représente dans le jeu une semaine de campagne on se souvient, c'est 3 ans de campagne. Donc à la fin à la toute fin de cette portion des règles, il est indiqué dans la règle que les joueurs doivent appeler les personnes qu'ils aiment pour leur rappeler et qu'ils soient assurés qu'on est toujours en vie et qu'on n'est pas décédé à cause du jeu. C'est briser le 4e mur, on s'entend. Là. Ouais, mais c'est vraiment écrit dans la règle. Les joueurs doivent appeler à la fin de chaque tour les personnes qu'ils aiment. Mais là, est-ce que je te coupe là, parce que j'ai eu ouï-dire d'une légende urbaine que même Richard Berg a jamais fait une game complète de ça. Ouais, ta question est bonne, j'ai cherché et a priori, il y a personne qui a fini le jeu. Ouais, j'allais dire, y a-tu une personne qui a fait une game complète là? A priori, tu sais, les critiques que j'ai vues, les commentaires que j'ai vus, en fait, ça parle du fait que le jeu n'a jamais été playtesté en vrai. Parce qu'il n'a jamais été fini dans le fond. Donc, en fait, il est fini dans le sens où tu as toutes les règles, tu as tous les trucs, mais il y a personne qui est allé jusqu'au bout. A priori, même les testeurs, il n'y a personne qui était jusqu'au bout. Ensuite, il y a des scénarios plus petits, a priori, dans le jeu, mais qui restent quand même très massifs. Puis
peut-être tu vois pas le bout, là, mais ça donne une idée. Mais ça, c'est ce que j'ai cherché. Après ça, je suis pas Pierre, je connais pas l'auteur personnellement. Mais, mais bref. Donc, oui, c'est une bonne question. Et a priori, personne n'est arrivé au bout du jeu. Puis, je lisais un critique qui disait que ce jeu-là, en fait, c'est pas un jeu, mais c'est un admirable travail de recherche sur cette campagne-là pour des gens qui sont intéressés par l'histoire ou l'histoire plus spécifique des conflits. Parce qu'il y a vraiment un souci du détail dans le jeu qui est assez étourdissant. Mais son facteur fun, il serait pas au rendez-vous justement parce que c'est hyper laborieux en fait. Ouais, tu joues à ça. Photos de gens qui jouent puis ils tiennent la tête. Là. Ouais, c'est ça. Je vois que ce jeu a fait une apparition dans Prime Time. Dans Big Bang Theory. Oui, effectivement. Ok. Ouais, j'ai vu ça aussi. Oui, en fait, il y a un épisode où ils sortent le jeu, puis Sheldon est passionné par le jeu, puis tout le monde s'en fout, en gros. Ok, c'est bon. Mais écoute, Voilà. mais c'est ça, je me demande jusqu'à quel point que. Puis encore une fois, hey, c'est drôle qu'on parle de ça parce que c'est encore le but, c'est de vivre une expérience comme ensemble. Ouais. Puis encore là, c'est-tu. Ensemble. Ouais, on essaye, écoute. Mais tu sais, justement, est-ce que ce jeu-là, c'est une grosse. Tu sais, c'est-tu un gag? C'est-tu comme une espèce de troll de se dire, OK, tu sais, vous voulez comme. Tu sais, c'est-tu comme un espèce. Je sais pas, tu sais. Je sais pas quelle est l'intention du créateur. C'est sûr que on peut se demander s'il y a pas un troll, mais je crois que le gars était vraiment abusivement passionné de son sujet. Tu sais, c'est comme beaucoup de travail pour faire le troll. Puis, tu sais, je suis allé lire, il y a des gens qui ont joué puis qui ont tiré un certain fun, des parties quand même relativement récentes. Tu sais, il y a genre 10 ans, j'arrivais à trouver des gens qui avaient joué, mais ils automatisaient plusieurs choses avec des fichiers Excel, des trucs comme ça, là. Ah, ben j'en doute pas, là, tu sais. Mais c'est que Richard Berg, tu sais, il y a quand même beaucoup tu sais, il y a beaucoup de cordes à son arc, là, je veux dire. Il y a quasiment 200 entrées juste à son nom, là, en tant que tel. Fait que c'est pour ça que je me demande, puis tu sais, parce que tous ces jeux, ça va être des jeux qui sont jouables, puis qui sont pas comme s'il avait fait un jeu obscur, puis que c'était ça, là, tu sais, c'est quand même un vrai auteur de jeu. Là. Ouais, exact. Je sais pas. Est-ce qu'il l'a fait parce que il s'est dit ok, je fais un truc qui va être complètement fou. Est-ce que c'est une volonté d'essayer de passer un petit peu à l'histoire dans le monde du jeu en faisant un jeu qui est complètement, tu sais, qui fait que justement j'en parle aujourd'hui puis je parle pas de 12 000 autres wargames qui sont sortis. Ouais, c'est ça. Je sais pas. C'est très dur. J'ai pas réussi à trouver en tout cas, d'entrevues de lui ou des trucs comme ça. Mais ça reste quand même quelque chose d'assez marquant dans l'histoire du jeu. Mais puis tu sais, en fait, dans toutes les campagnes Kickstarter qu'on a actuellement, il y en a beaucoup qui vont se vanter d'avoir des centaines et des centaines d'heures, des milliers d'heures. Mais je pense que le seul jeu, tu sais, je pense pas qu'il y aurait une compagnie sur Kickstarter qui va pouvoir se vanter de dire moi j'ai fait un jeu puis tu peux avoir 60 000 heures, tu sais 60 000 minutes pardon de jeu là, tu sais. Ouais, c'est pas des campagnes et des extensions, c'est une partie là, c'est encore plus extraordinaire. Là. Ouais, c'est ça, tu sais. Mais oui, c'est quand même assez incroyable. Ça nous amène peut-être que Sylvain, tu veux enchaîner sur l'autre jeu que tu voulais nous parler. Si tu veux, puis là on va changer. Pod, là, on s'entend. Ouais, c'est ça. On va partir complètement ailleurs. C'est pour ça que c'est intéressant. mais je trouve que c'est intéressant de parler de ce jeu-là et c'est un jeu que vous avez sûrement tous et toutes joué, que tout le monde qui nous écoute a sûrement déjà joué. C'est le jeu Guess Who? Qui est-ce? Mais si jamais, pour une raison très obscure, vous ne connaissez pas ce jeu-là, c'est un principe très simple. On a une série de personnages dont on voit uniquement le visage. Chaque joueur a la même série de personnages et on pige au hasard
un personnage parmi ceux-ci et on doit identifier celui qui a pigé notre adversaire en lui posant des questions sur des caractéristiques physiques. Donc, est-ce que ton personnage il a les yeux bleus, oui ou non? Et selon la réponse, on peut éliminer les possibilités et l'objectif, c'est de réussir à trouver avant son adversaire. Principe très simple, ce qui en fait qu'aujourd'hui encore, le jeu est joué et connu, à mon sens, mais là où je veux m'attarder, c'est plus sur le créateur. En fait, c'est un couple qui a créé le jeu, c'est Theo et Aura Coster. Ils ont lancé c'est un couple qui a lancé une série de jeux quand même, plusieurs jeux qui sont quand même connus. Theo Coster, ce qui est particulier avec lui, c'est que c'est un survivant de la Shoah et c'est un ancien collègue de classe d'Anne Frank. Oh. Wow. Ouais. Wow. Ouais. Il est allé en Israël après la Deuxième Guerre mondiale et il a rencontré Aura là-bas. Ils se sont mis ensemble et ils se sont mis à créer des jeux et des jouets ensemble. Et Guess Who en est un de ces jeux. Un autre des jeux qu'ils ont créé ensemble, c'est Unanimo, que vous avez peut-être déjà joué, qui a encore des rééditions aujourd'hui. C'est Cocktail Game qui l'édite. Un jeu il faut penser à la même chose en gros. Et probablement un des trucs que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le jeu Pop-It. Le jeu Pop-It? Ouais, Pop-It. Tu sais, le petit machin là, que tu appuies sur les petites bulles. Là. Ouais, c'est pas un jeu, ça? Oui, c'est un jeu. Ah, ok. Il y a des règles. C'est vraiment un jeu à la base. Oui, Théo et Aura. Oui, c'est un jeu de pas de Mancala, là, mais un peu. Ouais, c'est un dérivé des jeux de Nîmes. Ouais, ok. C'est ça, c'est un dérivé des jeux de Nîmes, mais c'est quand même l'objet en soi. C'est eux qui l'avaient inventé. En fait, pour la petite histoire, c'est genre, son amie est morte, une de ses amies est morte d'un cancer du sein, puis elle a rêvé à des seins pendant la nuit. Puis le lendemain, elle en a parlé à Théo, puis ils ont imaginé un petit truc justement comme de sein sur lequel tu appuies. What the... Okay. Ouais, c'est vraiment ça l'histoire. J'ai parlé avec l'éditeur de Pop-It qui m'a raconté ça. Mais bref, donc c'est ça. Donc Théo et Aura Coster ont créé Guess Who. Petite chose rigolote. Publicité télévisée. Le jeu sort en 79. Les publicités télévisées qui visent les enfants. Ici, on n'a pas ça à cause de la législation qui interdit la publicité ciblée aux enfants, mais aux États-Unis, il y a plein de pubs. Puis dans les publicités télévisées, les personnages parlaient. Puis ça leur a causé des petits soucis parce que les gens s'attendaient à ce que les personnages parlent dans leur jeu. C'est un jeu électronique et tout. Ouais, c'est ça. Donc, à la fin de chacune des publicités, vous irez voir sur YouTube, ils disent toujours très rapidement « Games Card do not actually talk ». J'adore ça. Et autre chose, l'édition originale n'avait qu'un seul personnage noir, c'est Anne. Puis ils se sont rendus compte que ça pouvait briser le jeu, donc ils l'ont blanchi pour simplifier. Oh, wow! Ouais. Ouais, il va falloir attendre les années 2000 pour qu'on voit des personnes noires revenir dans le jeu et en plus grande quantité. D'ailleurs, il y avait eu aussi une lettre qui avait été envoyée par un enfant qui demandait pourquoi est-ce qu'il y a seulement 4 femmes sur la vingtaine de personnages. D'ailleurs, maintenant, il y en a plus, sinon dans les versions. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, il y a des versions plus récentes. Puis il y a aussi beaucoup d'autres variations du jeu avec d'autres éléments que des visages et du profilage. Ben oui, c'est sûr. Là, t'as des versions. Mais c'est ça. T'as des versions aussi qui ont été faites là en fonction des versions maison là, qui ont été faites selon plein de différentes situations. Sylvain, toi, tu as une version... je ne suis pas possesseur de la version, mais effectivement. C'est ça, dans votre groupe ludique, il y a une version qui circule qui est assez unique de Guess Who. Et oui. D'ailleurs, j'ai volé l'idée de cette version parce que je la trouvais trop bonne. Mais je vais te laisser le plaisir de la partager. Je pense que c'est une belle variation sur Guess Who. Oui, effectivement. C'est remplacer tous les personnages par des personnes de ton entourage, de gens qui se connaissent les uns les autres. Donc, il y a un plaisir
peut-être des fois à la limite malsain de s'amuser à jouer avec ses amis et son entourage. Et les questions débordent les caractéristiques physiques et s'en vont plutôt vers ce qu'on sait de chacun et chacune autour de nous. Mais même, tu vois, ce qui est drôle, c'est que moi, la version que j'ai jouée avec ton groupe, ce n'était pas exactement ça. C'est ça, mais c'est pas encore, c'est ça. Mais là, tu peux aller à un niveau plus loin. Ils pigent 2 personnes au hasard et ils forment un couple secret. Et là, il faut que tu découvres quel est le couple dans ce groupe d'amis. Donc, mais là, ça fait des couples complètement farfelus. En fait, c'est qu'au lieu d'avoir un à trouver, t'as 2. Fait que tu poses une question sur un couple de 2. C'est ça. Est-ce qu'ils feraient telles activités ensemble? C'est comme des choses quand même très drôles. Ça me fait beaucoup penser à le jeu Unusual Suspects d'ailleurs, là, ou plutôt que de se baser sur des principes, des caractéristiques physiques, on doit juger selon de ce que la personne a l'air, est-ce qu'elle fêterait, est-ce qu'elle célébrerait la Saint-Valentin, tu sais. Ça, mais c'est quand même malsain à un certain degré, ce genre de truc-là, parce que tu regardes la face de la personne puis tu en déduis qui elle est et ce qu'elle ferait, là. Ben, malgré que ça peut être un super bon outil, en fait, d'intervention. Moi, je l'ai beaucoup utilisé dans mes classes en éducation. Avec un cadre particulier, je suis d'accord. Mais c'est ça. Mais la question de sensibilisation, mais aussi d'être capable de pouvoir amener la discussion autour de moi, je juge cette personne-là de telle manière, toi, tu la juges de telle manière, pourquoi, tu sais? C'est parce que dans le temps, j'ai pas une bonne relation avec mon père, etc. Mais ça, c'est... Ouais, mais là, ça devient un outil, on utilise le jeu pour effectivement, mais lâcher ça dans la nature, déjà que je trouve que Guess Who, en soi, est peut-être très tendancieux, là. C'est limite en 2022, là. Ouais, ben c'est du profilage. Bref. En tout cas, ben c'est ça. Donc c'était mon petit jeu après mon absurdement trop long jeu. Donc là, je vais me calmer un peu, puis je pense que je vais laisser Vincent reprendre la balle. Je pense qu'il nous en reste un, fait qu'on va conclure avec ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu... le côté profilage, on le laisse de côté, puis on s'en va en fait dans des stéréotypes de vélo. Hein, des dopés. Exact. Reifenbreit, qui veut dire à un coup de à la comment je peux dire sur le bord d'un pneu. Comme ça qu'on pourrait le traduire en bon québécois. Okay. Reifenbreite, en fait, c'est un jeu qui est sorti en 79 et malheureusement, ça a été un super bon jeu, mais en 79, il y a eu un grand feu qui s'est fait dans l'entrepôt où résidaient toutes les copies de ce jeu-là, qui auparavant s'appelait Omas Tour, qui est en l'honneur d'un tour, en fait, qui est apparemment très populaire, je pense, si je me trompe pas, c'est soit dans les Pays-Bas ou en Allemagne, bref. Et ce jeu-là est devenu un peu mythique à cause de ça. On a eu beaucoup de difficultés, en fait, à récupérer des copies. Et à un moment donné, ça l'a fait en sorte que, à cause de ce côté mythique, ça l'a commencé à populariser le jeu. Et surtout, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont incarner un groupe de vélos cyclistes. Donc, je sais pas pour vous, les gars, si vous connaissez beaucoup de jeux qui utilisent cette thématique-là à l'époque, en 1979. À ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup. Et même maintenant, il y en a peu des jeux de vélo. Il y en a quelques-uns, mais il y en a peu. On peut en nommer, mais moi j'adore les jeux de course de vélo. Je crois dans l'épisode précédent, Pierre parle d'un jeu de vélo. Ouais, de course, exactement. C'est ça. Je trouve ça drôle. C'est drôle qu'on ait 2 jeux de vélo. C'est très intéressant. C'est important. Mais vas-y. Mais c'est ça, mais c'est quand même important de comprendre que le vélo, en fait, à cette époque-là, c'est un des sports les plus populaires en Europe. Là.
c'est un sport que les gens suivent là de façon assez assidue parce que les Européens peuvent suivre leur vélo cycliste au travers de différentes pistes qui sont dans différents pays. Donc c'est sûr certain que ce jeu-là a eu une espèce de reconnaissance parce que justement on parle d'un jeu un jeu dans lequel on peut incarner en fait des personnes qui font du sport. Donc le sport, c'est déjà là quelque chose qu'on voit qui est très très rare dans le jeu de société. On a essayé de faire différentes implémentations à différents égards, mais c'est pas un sujet qui est fréquent dans le jeu de société. Encore moins à cette époque-là. Exact, tout à fait. Tu sais, on a le truc de hockey là, tu sais, avec les petits bonhommes qu'on bouge, mais on n'est pas pantoute dans le domaine du jeu de société. Ouais, ça, c'était tough, hein. J'aurais tellement aimé ça que ce soit bon, ces petites tapes de hockey-là. Les genres de baby-foot du hockey. Là. Ouais, c'est ça. Mais malheureusement, tu perdais tout le temps ta puck, là. Fait que là, tu la remplaçais pour un épingle lapin, là, tu sais, ou quelque chose de même. Ça marchait jamais. Mais ce qui est intéressant de Reifenbreite, en fait, c'est tout le côté... il y avait quand même des idées innovatrices, innovateurs, bref, des très bonnes idées en fait à l'époque parce que c'est un jeu de parcours évidemment un peu à la manière de Monopoly et compagnie. La petite twist en fait, c'est que les joueurs reçoivent des cartes en début de partie et peuvent utiliser ces cartes-là plutôt que de rouler des dés. Ce qui va faire en sorte que tu as toujours ce choix stratégique à savoir est-ce que je roule des dés ou je m'assure d'avoir un 5 ou un 6. Évidemment, une fois que tu utilises tes cartes, elles sont défaussées. Et non seulement ça, on avait aussi un principe de drafting. Le drafting, ça consiste à suivre un vélo cycliste qui est en avant de soi et on va profiter en fait de son élan pour éviter de faire face au vent, par exemple, aux intempéries. L'aspiration. Exactement, c'est ça. Donc, il y a ce principe-là. Donc, à chaque fois qu'il y a un vélo cycliste devant toi qui prend de l'avance, le joueur a le choix soit de lancer les dés ou de jouer des cartes ou de lancer un dé et jouer une carte ou tout simplement de suivre celui qui est en avant. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que sur le plateau, si on regarde des images sur Board Game Geek, le plateau est constitué de différentes sections. Les sections vont être de différentes couleurs et ces couleurs-là vont correspondre par exemple à une montagne qu'on devra monter. Donc dans ce cas-ci, c'est une section qui est rouge. Et la section qui est rouge, c'est un endroit où est-ce qu'on va en fait devoir soustraire le nombre le nombre qui est inscrit sur la case où est-ce qu'on est à notre jet de dés. Donc par exemple, si je commence mon tour sur une case -2 et que je roule un 10, je vais pouvoir avancer de 8 cases. Évidemment, on est plusieurs joueurs sur le plateau. Chaque joueur a, je crois, 4 différents vélos cyclistes. Donc, il y a énormément... C'est très, très, très serré. On est très, très, très tassé là-dessus. Donc, il faut vraiment s'assurer d'avoir une position stratégique sur le plateau. D'où la raison pour laquelle, justement, ce jeu-là est a vraiment sorti, en fait, du lot à son époque. Parce que oui, ça reste un roll and move, mais avec tellement de subtilité, puis avec un positionnement qui est tellement important dans le jeu. Puis d'ailleurs, il y a aussi une variante où est-ce que plutôt que d'utiliser certaines, tu peux utiliser en fait volontairement, par exemple, une montagne ou utiliser en fait des chemins à l'extérieur de la course pour être capable de pouvoir avoir un endroit là où tout simplement aller quand la piste est complète, mais aussi être capable d'essayer de dépasser les autres. Et il y avait une règle particulière qui avait été en fait fait en 79 à sa première édition, où les joueurs pouvaient décider de tricher. Et cette tricherie-là, ça l'incluait de se droguer en fait. Fait que là, tu te droguais. Et comment est-ce que tu fais, en fait, pour ça? C'est que pendant que tu fais cette règle-là, tu vas choisir, en fait, combien tu roules sur le dé, mais tu vas devoir prendre une carte de ce numéro-là. Et à la fin de la partie,
t'as un paquet de cartes que tu vas devoir qu'on va sortir et on va révéler différentes cartes. Et si t'as malheureusement, je sais pas, bon, t'as décidé que t'allais ajouter un 6 à ton lancer, tu récupères une carte 6 et qu'à la fin de la partie, on tourne une carte 6, ben malheureusement, ton bonhomme s'est fait prendre à être drogué. Donc, il perd automatiquement la course. Je me souviens plus exactement si, c'est tous tes vélocyclistes qui perdent. Mais bref, et en 92, ben, ils ont décidé de changer ça juste simplement pour rendre ça plus familial, c'est-à-dire qu'au lieu que de se droguer, ben, tu t'accroches après une voiture, là. Puis tu le vois vraiment sur le plateau de Ouais, c'est ça, tu le vois vraiment sur le plateau là, des années 90, tu vois vraiment comme c'est ça qu'on veut dire, le guys. Là. C'est vraiment on se tient après un char, on ne se drogue pas dans le jeu. Par le fait même que le jeu ait eu une réédition en 92, ben il a gagné le Spiel cette année-là. Probablement aussi parce qu'il y avait encore ce côté-là un peu mythique par rapport au jeu. Et encore aujourd'hui, je vous dirais, les gars, j'ai essayé là, différents jeux de course. Genre, c'est pas mon style favori, c'est pas un style que je vais courir pour aller vérifier pour obtenir une copie d'un jeu de vélo cycliste. Mais Reifenbreiter, je l'ai encore dans ma collection. Puis je dirais qu'il est vraiment difficile à battre. Au niveau de la stratégie, au niveau de comment est-ce que le jeu est présenté, puis surtout aussi l'amalgame des différentes décisions à prendre là, c'est vraiment un jeu qui dépasse les années. Puis même que j'étais un peu déçu que ce jeu-là n'ait pas eu une nouvelle édition là, depuis 2002 parce que c'est super bon. C'est vraiment, vraiment solide comme jeu de course. Très facile à comprendre, très facile à saisir. On comprend rapidement. Le thème est super bien présenté. Je sais pas. Je me demande comment ça, est-ce que ce jeu-là n'a pas encore été réédité. Puis c'est un jeu qui est familial. Là. C'est pas compliqué. Surtout avec la nouvelle règle, on s'entend. C'est très, très, très familial. Là. Donne le goût. Tu me donnes le goût de l'essayer, ça fait longtemps qu'il est dans ma liste, puis effectivement, il est quand même pas nécessairement difficile à trouver, mais c'est pas un jeu qu'on voit partout, là. Non, en effet. J'avais vu chez vous l'autre fois. Mais... T'as-tu la version où il se drogue ou la version avec la voiture? Non, malheureusement, j'ai la version avec la voiture. Je pense que la version où il se drogue, c'est comme une version genre rendue mythique qui coûte super cher. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les prix, là, excusez, je fais un show du coq à l'âne, mais les prix de Campaign for North Africa, les jeux qui sont mythiques. Ouais. C'est 100$, 500$. Hey, on est-tu débiles, les joueurs pour de jeux de société? Pour un jeu que tu sais que tu pourras jamais jouer, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais juste que mais tu mets ça dans ta Calax, puis quand les gens te rendent visite, tu dis hey, j'ai un jeu qui joue en 6000 heures, 60 000 heures. Ouais, c'est sûr que ça paraît bien. C'est tu l'amènes partout où tu vas, puis c'est juste du lèche. Comment que Pierre appelle ça, là? T'amènes des jeux partout le plus possible, t'en parles, puis tu dis on devrait jouer à ça, mais on n'y joue jamais. Fait que ça fait pas mal le tour en fait de Reifenbreiter, qui est un superbe jeu là, de course qui est encore aujourd'hui là à la cote puis qui a vraiment bien vieilli. Honnêtement, on pourrait parler de Flamme Rouge. Flamme Rouge c'est super bon. Mais on n'a pas les mêmes dilemmes, les mêmes enjeux que Reifenbreiter peut nous offrir. Puis le fait de devoir gérer 4 vélocyclistes en même temps, puis qu'on score pas le premier arrivé, mais bel et bien la somme totale des arrivées de nos vélocyclistes un après l'autre. Ça devient intéressant aussi parce qu'il y a tout le temps le dilemme de se dire, OK, lequel que j'avance? Est-ce que lui avance? Lequel qui va être en arrière? Est-ce que je le fais accélérer plus rapidement? Cette carte-là, je la garde pour telle ou je l'utilise pour tel autre vélocycliste? Ça fait pas mal le tour, c'est ça. Petite note rapide, parce que je viens de me rendre compte là, de ça, mais l'illustrateur qui a fait ce jeu, c'est nul autre que Jan van Asteren.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est un illustrateur originaire des Pays-Bas, mais qui est mythique pour ses casse-têtes, en fait. Hein. Vous avez probablement déjà vu ses dessins. Très très BD européenne, là, mais c'est quand même quelqu'un d'assez reconnu. D'ailleurs, j'en ai 2 juste derrière moi de ses puzzles à lui. Là. Donc c'était juste une petite note là-dessus. C'est rare qu'on mentionne les illustrateurs, surtout datant de cette époque-là. Là. Fait que je trouvais ça quand même une drôle de coïncidence. Ah, vraiment, tout à fait. Ouais, c'est bon que tu le mentionnes. Les visuels m'étaient pas inconnus. Ben, c'est ça, quelque chose de style. j'étais comme ouais, puis là, je me retourne, je vois deux casse-têtes juste derrière moi qui sont de lui. Donc, je pense qu'on peut passer rapidement à un jeu chacun en rafale, si ça vous convient. Moi, je vais y aller avec Stop Thief. Stop Thief, Robert Doyle, on a déjà parlé de ce créateur-là, quand même assez important, qui a travaillé sur des jeux comme le Electronic Battleship, ce genre de choses. Donc, Stop Thief, un jeu électronique, 1979, c'est pas le premier, mais c'est vraiment dans les premiers. Il y avait un téléphone sur lequel on recevait des appels qui nous donnaient de l'information sur où étaient les autres joueurs. Donc, jeu de déduction quand même intéressant. Surtout pour l'époque là, avec ça, c'était le jouet que tout le monde voulait, et comme on le sait, Stop Thief a été refait. Il a été refait en 2017, j'avais aucune idée, mais il a surtout été refait dernièrement, oui, tout à fait. avec 2017, Restoration Game, c'est ça, et Rob Davio qui a travaillé sur le projet. Donc ce créateur de jeux comme Risk Legacy et Pandemic Legacy entre autres là. Donc je pense que c'est quand même intéressant de savoir, ça fait quand même un bout là, 79, ça fait plusieurs décennies que ce premier jeu là est sorti, donc quand même une idée intéressante. Est-ce que tu veux aller, Sylvain, ou Ouais, je peux. C'est difficile, j'en avais listé plusieurs vite. Je vais quand même m'attarder à peut-être le moins rigolo du lot, mais je trouve intéressant à mentionner, c'est Big Boggle qui est sorti en 79. Le Boggle original est sorti en 72. Mais pourquoi je veux souligner Big Boggle? Parce que, à mon sens, la différence en fait entre le Boggle et le Boggle c'est un 4x4, puis un Big Boggle c'est un 5x5. C'est que pour la langue française, le Big Boggle est mieux. Parce que des mots de 4 lettres, il y en a moins en français. C'est 3 lettres en fait à la base, justement. Okay. Puis le Big Boggle, c'est 4 lettres. Puis justement, ça nous ouvre beaucoup plus de possibilités de jeu. Et personnellement, je préfère le Boggle loin devant le Scrabble en termes de jeu de lettres. Je le trouve beaucoup plus intéressant et dynamique. Bon, à part que ça fait un bruit terrible. Là, un bruit magnifique, non, pour la plupart des gens? Pour les gens qui jouent, ça passe, mais pour ceux qui sont juste à côté à pas jouer... Ils sont en train de jouer à Campaign for North Africa. Ok, on s'en laisse un autre, Sylvain, vu qu'effectivement, là, c'était un peu une affaire de nerd. Là. Ouais, c'est ça. Sinon, j'ai juste trouvé ça très drôle qu'en 79, il est sorti le jeu Pot au Poly. Oui. Donc c'est le Monopoly, mais avec la marijuana. C'est la version de Justin Trudeau? C'est ça, exactement. Mais tu sais, on est en 79, là, il y a War on Drugs, me semble, à cette période-là. Hein? Ouais, puis mais moi, ce qui me fait le plus capoter, c'est que, tu sais, il y a encore de quoi d'actuel, là, tu sais, avec le pot, les Iraniens, c'est ça, là, tu sais. En tout cas, il y a une conspiration derrière 79 puis 2022, c'est sûr. Il y a une connexion, en fait, à faire, clairement. On le sait qu'il y a des cycles, hein, et 79, 2022, c'est connecté, là. C'est ça, par la Lune. Par le mouton de terre, non? C'est quoi, la chèvre d'eau? Non, la chèvre de terre. Faudra demander à Monsieur Cossette Trudel. Exactement. Oh, tout est connecté, c'est connecté. On va se faire bannir de YouTube. Puis de mon côté, en fait, en fait, c'est pas lui que je veux mentionner. Ça reste quand même qu'on n'a pas nécessairement parlé de Magic Realms. Pour la simple et bonne... Mais c'est sûr qu'on n'en parlera pas. T'en as déjà parlé à l'épisode 2 de la saison 10. Bien dit. Pourquoi perdre du temps
perdre du précieux temps de nos auditeurs quand ils peuvent aller à la saison 10, épisode 2, entendre parler de Magic Realms, qui d'ailleurs va avoir une réédition bientôt. Un jeu qui est mythique, qui est épique, hein? 400$, encore une fois, les copies. Puis écoute, c'est Mage Knight sur le stéroïde, hein? Vous pensez que Mage Knight, c'est intense? Attendez de voir Magic Realm, ma gang de vous autres. Non, le jeu que je veux mentionner, c'est pas nécessairement le jeu en tant que tel davantage qu'un designer que je trouve que il a vraiment perdu. En fait, tellement un designer underground funky, Tom Wham, avec The Awful Green Things from Outer Space. En fait, le jeu, c'est simple, c'est une version cocasse de Alien. Fait que tu vas avoir un joueur qui va jouer l'équipage du vaisseau et l'autre qui va jouer les Awful Green Things. Puis tu vas essayer de tuer toutes les Awful Green Things, mais tu sais pas c'est quoi que le gun va faire. Mais Tom Wham, c'est moi, je le trouve cool. Il va vraiment dans plein de directions. Il est funky à l'os dans ses designs. Puis je trouve que c'est ça. Il a comme arrêté là, de faire des jeux en début 2010. Mais c'était quand même un auteur qui proposait toujours des jeux un peu particuliers. Puis ce que je trouve tellement bizarre, ce que je trouve vraiment ironique, c'est que pas mal de ces vieux jeux là, ben surtout Awful Green Things puis Kings and Things ont reçu des rééditions en fait dans les débuts des années 2000, après ça 2010 aussi je pense. Bref, il y avait vraiment il y a vraiment un petit côté le fun de Tom Wham. Comme dire son nom, dans le fond, Tom Wham, c'est le fun de dire ça. Mais là, tu parles de Tom Wham, tu m'obliges encore une fois à parler du jeu SimCity de Card Game. J'attends encore l'idée. Un jeu qui est sorti juste après Magic the Gathering, dans la même lignée des Collectible Card Game. Mais Tom Wham était là, était derrière ce projet en partie. Excusez, on a fait un bond de 20 ans dans le temps. Là. D'ailleurs, je m'en allais juste dire, si j'ai bien compris, depuis le début, il y a toujours Richard Garfield qui est mentionné. Ouais. Ben là, c'est... Ben voilà, c'est bon. C'est fait. Ouf, il nous restait... C'était minuit moins une parce qu'il était jeune en 79. Il y avait 16 ans, je suis allé checker pendant que... OK, on vient d'en parler. C'est bon. Il devait jouer à Donjon Dragon quelque part. Là. Probablement. Là. Exact. Fait que... Bon, ben, voilà. Messieurs, merci beaucoup pour ce fabuleux épisode. On aura dépassé un tout petit peu le temps, mais on s'entend quand on parle de jeux mythiques comme Dune ou encore d'un jeu de 60 000 heures. Bon, vous nous excuserez, mais quand même, on avait un plan de match, on l'a suivi le plus fidèlement possible. Sylvain, Vincent, merci beaucoup pour cet épisode. Merci. Merci à toi, très apprécié. On se retrouve la semaine prochaine. Et bon jouage.